Bonjour à tous. Avec les successions de sorties de modèles premium comme GPT, comme Grok, comme Anthropic, quand on voit aussi la sortie de modèles open source comme Kimi K3, GLM et ainsi de suite, les choses autour de l'intelligence artificielle, elles accélèrent de façon extrêmement rapide. Donc j'ai un peu tout bouleversé la programmation de la chaîne Ultraline parce que j'essaye effectivement de suivre un petit peu l'actualité. Et à mon avis, il était quand même important qu'on commence à parler de la problématique de bulles autour de l'IA. Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation qu'on a connue avec la bulle Internet? On peut se poser des questions. Jingle. Alors, effectivement, hein, moi j'ai bien connu la période de la bulle Internet, j'ai connu l'avant, j'ai connu l'après, je sais les effets que ça a pu avoir, et objectivement, on a quand même de bonnes raisons de penser que ce qui se passe au niveau du modèle financier américain autour de l'intelligence artificielle, ça peut être une vraie menace pour le futur de la tech. Donc on va vraiment se concentrer sur cette possibilité hein, de bulle autour de l'IA, et puis on va regarder un petit peu ce que moi je nomme l'anatomie d'un mirage financier, finalement de se dire est-ce que ce qu'on nous propose en termes de modèle économique financier américain pour fabriquer de l'intelligence artificielle, pour produire de l'intelligence tout court, et de transformer finalement de l'électricité puis du compute en intelligence, est-ce que ça a quelque chose de périn dans le temps? Est-ce que c'est normal qu'on ait cette augmentation de la puissance et est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative? Donc c'est la question qu'on va essayer de se poser. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème n'est pas technologique. Mais le problème, il est complètement lié au modèle économique américain que les grosses sociétés, que les big tech nous proposent pour produire de l'intelligence artificielle. La question qu'on va se poser, et que probablement qu'au du côté de Wall Street, on souhaite pas tellement se poser pour le moment, c'est sommes-nous à la veille du plus grand crash technologique depuis la bulle Internet dans les années 2000? Et comme je vous le dis, moi, effectivement, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Alors d'un côté, elle est réelle et elle va rester. Hein. Il y a la promesse d'une révolution civilisationnelle. Je pense que oui, effectivement, l'IA va changer notre façon de travailler, va changer énormément de choses dans notre quotidien. Et comme effectivement on a à l'époque connu des révolutions avec la machine à vapeur, avec l'électricité, avec Internet et ainsi de suite, bah, l'IA va être une révolution de ce type, probablement peut-être encore plus. Ce qu'il faut, c'est qu'on se pose la question de savoir est-ce que ce qu'on nous propose actuellement comme modèle, il y a quelque chose de périn dans la façon de procéder et quels sont les effets pervers de ce que ça propose. Donc ce qu'on va regarder, c'est une réalité arithmétique glaciale qui pour le moment, selon par exemple le fonds Sequoia Capital, pour rentabiliser les infrastructures IA, puces, data center, électricité, le secteur de l'IA en ce moment devrait générer 600 milliards de dollars par an. Il ne les génère pas du tout, très clairement. Et donc les revenus cumulés de toutes les applications d'IA générative, en ce moment, elles atteignent à peine une fraction de cette somme, environ dans les environs entre 15 et 25% selon les estimations. Alors, pourquoi l'argent continue à couler à flot? Bon, c'est vrai, on pourrait quand même se poser la question de se dire, sont-ils complètement allumés? Mais on va peut-être justement essayer de rattacher ça autour de ce qu'on appelle le FOMO. En anglais, c'est Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer, la peur de passer à côté de quelque chose. Et on va voir que potentiellement, effectivement, c'est probablement l'une des raisons qui sont derrière l'exacerbation qu'on a autour du marché de l'intelligence artificielle. Donc la problématique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit comment l'IA est-elle passée d'une promesse technologique majeure à un système de cavalerie financière contrôlé par une poignée d'oligarques. Et je vais y revenir sur cette poignée d'oligarques, parce que c'est quand même assez problématique. Donc, au programme de la vidéo, alors aujourd'hui ça va être une seule vidéo qui va se découper en trois parties. On va regarder hein, ce fameux mur du retour sur investissement et la spirale du FOMO. Et puis on va essayer de regarder cette équation financière qui n'est absolument pas résolvable, qui est probablement impossible.
Ensuite, on va regarder l'Ouroboros financier et la forteresse des oligarques. Alors l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue, hein. Excusez-moi, je fais encore des images et des métaphores, j'arrête pas, vous y ferez, hein. Euh, Ce qui nous intéresse ici, c'est les problématiques d'investissement circulaire, et puis on regardera aussi les coussins fiscaux qui ont été largement fabriqués et structurés, organisés, théorisés pardon, par les leaders du marché. Et enfin, on regardera les voies alternatives. Alors ces voies alternatives, il y a le côté obscur de la force et il y a le côté, positif de la force, hein. D'un côté, vous avez, alors côté obscur, vous avez le modèle étatique chinois avec ses problématiques, mais aussi avec quelque part une part de réaction par rapport à ce que la Chine subit en termes de blocus technologique, en termes d'interdiction de la part des États-Unis. Et puis enfin, on finira par le levier de l'open source qui probablement est, de mon point de vue, et vous vous en doutez, l'élément de réponse. Donc commençons par notre mur du retour sur investissement et la spirale du FOMO, donc le Fear of Missing Out. Regardons cette fameuse équation financière impossible. Donc il y a une vraie problématique autour de l'illusion de la rentabilité. Rentabilité versus investissement. Donc le coût du compute. Entraîner un modèle LLM, ou n'importe quel modèle, hein, c'est-à-dire des modèles massifs pour le coup, donc un modèle LLM de frontière, c'est-à-dire au plus haut niveau, les plus gros modèles, ça coûte plusieurs centaines de millions de dollars en puces GPU, en refroidissement, en gigawatts d'électricité. Il y a un énorme trou dans la raquette qui a été souligné par Goldman Sachs et Sequoia, qui pointe du doigt un gouffre entre le capital expenditure, le CAPEX, d'infrastructure et le chiffre d'affaires initial. Vendre un abonnement à 20 dollars par mois pour une requête qui coûte plusieurs centimes de dollars en calcul reste un modèle fragile sur le plan des coûts unitaires. Et on le voit en ce moment, c'est la guerre des prix. Pourquoi j'ai un peu déplacé mon planning? Parce que là, il y a Grok qui vient de sortir, la dernière version, où on voit que ils sont en train de se positionner dans une capacité à être moins cher que le modèle de ChatGPT qui vient de sortir. Mais quand je dis moins cher, c'est 5 fois moins cher. Donc effectivement, on voit que les modèles se succèdent, que cette course effrénée ne fait que continuer, et malgré tout, on n'arrive toujours pas à des modèles de rentabilité. Par contre, on est en train de se rendre compte qu'il y a certains acteurs qui commencent à se dénoter. Il n'y a pas de secret. Les acteurs qui se dénotent actuellement, c'est ceux qui possèdent la totalité de la chaîne. Et il n'y en a pas 30 000. Probablement en ce moment, il n'y en aurait que 2. Il n'y aurait que Google et SpaceX IA, puisque SpaceX a racheté toute la partie XAI pour que ça soit SpaceX IA. C'est un move de la part d'Elon Musk qui est extrêmement... on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais sur le business, il a une certaine pertinence. Clairement, effectivement, il a réussi à regrouper les besoins de compute avec Colossus, les modèles avec Grok, et effectivement, Grok effectivement, a commencé de façon très problématique en termes de performance, de capacité de fonctionnement. Et puis dernièrement, avec le rachat de Cursor, la donne a changé, clairement. Et on voit effectivement qu'il a construit une structure complète. La seule autre structure complète qu'il y a à côté, c'est Google, mais dans une dimension qui pour le moment est moindre. Et on voit même en ce moment Google qui vient louer pour pratiquement 1 milliard par mois, 900 et quelques millions par mois, de l'infrastructure chez Grok. Clairement, il se passe en ce moment quelque chose entre les deux leaders, et j'aimerais pas être à la place des autres petits acteurs du marché. La dernière fois, dans ma précédente vidéo, j'avais un peu réagi sur ce qui s'était passé aussi au niveau de Mistral, concernant le fait qu'ils font un partenariat avec Microsoft. Clairement, je pense qu'en ce moment, il y a une volonté de rechercher des positions de sécurité, de se corréler les uns aux autres, et c'est ce qui se passe entre Grok, et donc entre SpaceX AI et Gemini, mais je pense qu'ils se corrèlent, tous les leaders se corrèlent les uns aux autres, parce qu'il va y avoir effectivement probablement un événement qui va surgir, et c'est pour ça que je fais une vidéo sur la potentielle bulle autour de l'intelligence artificielle. On va essayer de voir un peu ce que ça pourrait donner. Donc effectivement, revenons dans le cœur de la vidéo.
Notre problématique, c'est la partie CAPEX, hein, 600 milliards de dollars requis par an, par rapport à des revenus réels générés par les usages qui ne dépassent pas 100 milliards de dollars générés par an. Bah, on a un vrai problème là. Là, quelque part, la machine tourne à vide. Donc on va essayer de comprendre un peu la psychologie du marché et puis ce FOMO institutionnel. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de FOMO institutionnel? En gros, on dit le marché est obligé de suivre parce qu'il y a une peur d'être dépassé. Pour tous les big tech ou les fonds des VC, arrêter d'investir dans l'IA équivaut en gros à un aveu de faiblesse boursière ou même un aveu de faiblesse tout court. C'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Il y a une obligation de fuite en avant. Bien que les investissements deviennent de plus en plus risqués, et on voit qu'ils sont en train de vouloir construire des data centers monstrueux, mais là, par contre, on commence à sortir des éléments précurseurs du tsunami, ou au moins du séisme. On voit qu'il y a certains projets qui sont en train de revenir en arrière. On voit qu'il y a beaucoup des méga projets qui sont soit réévalués, réduits, soit carrément arrêtés. Il y a des signaux, là. Il faut être prudent en ce moment. Donc, bien que les investissements sont de plus en plus risqués, la peur de se retirer avant le concurrent, elle crée une inertie systémique et tout le monde sait que le système est tendu, mais personne ne veut arrêter de danser. Je suis sur la piste, tranquille, je regarde tous les autres et je fais je suis crevé, je transpire, mais personne ne s'assoit, je reste dans la danse avec tout le monde. C'est pas tenable. Ça va sentir la transpiration à la fin. Hein. Donc, on va essayer aussi de regarder l'illustration du biais du FOMO et puis même se dire finalement comment même des petits acteurs secondaires vont eux aussi sombrer dans l'irrationnel et finalement alimenter cette boucle en permanence. Prenons l'exemple par exemple d'un personnage fictif, Marc, c'est le DSI d'une entreprise de taille intermédiaire dans l'industrie, 1200 salariés. Et puis il a un gros dilemme. Hein. Son conseil d'administration lui demande d'intégrer des agents IA génératives parce que tout le monde parle d'IA. Donc si sa société ne parle pas d'IA, ça veut dire qu'il fait peut-être mal son boulot. Donc il faut qu'il y en ait dans tous les services. La réalité, c'est qu'il le fait. Hein. Il l'a fait parce que forcément, il n'a pas tellement de choix. Après 8 mois de projet et 300 000 euros de brûlés pour consommer des API, pour de la licence cloud, les gains de productivité réels mesurés, ils sont extrêmement faibles. Ou même il n'arrive pas à les calculer. Il se pose des questions sur la façon de les calculer. Finalement, il s'aperçoit qu'il bouffe du token, ça lui coûte extrêmement cher. Et puis, par contre, le retour sur investissement, il n'est pas calculé du tout. Mais alors, on pourrait se poser la question, pourquoi Marc continue ? Parce que s'il coupe son budget, ça va être perçu par les investisseurs comme une renonce technologique, ça va même être perçu en interne de sa structure, de sa société, comme potentiellement une défaillance, et il peut pas se le permettre. Donc même dans les acteurs secondaires, on s'aperçoit que finalement les effets de cette onde autour de l'IA, ça se propage, et ça va jusqu'au terrain en fait. Passons à la deuxième partie et traitons justement de ce serpent qui se mord la queue, hein, de l'ouroboros financier. Et puis, on va aller regarder du côté de ce que moi j'ai appelé la forteresse des oligarques. On va parler investissement circulaire et puis on va regarder des techniques un peu nauséabondes de coussins fiscaux qui ont pu être mis en place par les plus gros des big tech et peut-être ce qui explique qu'ils ont moins peur que les autres parce que finalement ils savent que ils ont récupéré un coussin qui permet de les mettre en sécurité. Et en ce moment, on voit en plus que c'est les grandes manœuvres en termes de rapprochement ou en termes de couplage pour peut-être se sécuriser les uns les autres. Donc, on va la décrire, cette fameuse boucle d'investissement circulaire. Je pense que vous l'avez déjà vu sur pas mal d'autres sources, sur Internet, sur d'autres vidéos. Le but, c'est de savoir qui va être le maillon faible. Enfin, c'est malheureusement ce qui va se passer. Pour maintenir artificiellement les valorisations à des sommets et de faire en sorte que l'argent coule à flot, les géants du secteur, ils ont créé un écosystème fermé d'investissement croisé. On va l'identifier de façon assez claire. Prenons l'exemple le plus courant, hein, Microsoft, comme hyperscaler, injecte du capital dans OpenAI, qui est donc un IA Labs, mais vous pourrez donc le généraliser avec beaucoup d'autres modèles, d'autres IA Labs et d'autres hyperscalers et ainsi de suite, qui lui-même achète du compute à CoreWeaver, et ce clouder, lui, d'ailleurs, il consomme du cloud chez l'hyperscaler Microsoft, potentiellement pas que celui-là, donc on voit qu'il y a déjà des raccourcis de fin de boucle.
Il achète donc cette société pour héberger les besoins cloud, pour pouvoir faire le compute nécessaire à OpenAI, achète des GPU à des providers de hardware, en premier lieu à Nvidia, et Nvidia vend du hardware à Microsoft et réinvestit ses profits dans OpenAI. Et là, on se retrouve, encore une fois, avec un autre raccourci, donc on se retrouve avec une première boucle à l'intérieur, et encore une autre boucle à l'intérieur. Il n'y a pas d'argent qui sort de cette boucle. C'est une boucle intégralement fermée. Tous les capitaux restent dans une démarche d'échange circulaire parmi l'ensemble de ces acteurs. Et malheureusement, effectivement, ce modèle, on le retrouve. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nvidia est l'un des rares à être, en plus, corrélé à plein de boucles entre différents hyperscalers, entre différents IA Labs. Et donc, effectivement, on a déjà une situation compliquée du côté d'NVIDIA. Il y a énormément de très bonnes vidéos qui décrivent un petit peu aussi le comportement d'NVIDIA sur les marchés actuellement et son manque de transparence, ce qui vient probablement aggraver la situation. Donc, si on essaye de synthétiser le mécanisme, l'argent circule dans une boucle fermée, l'un finance le second pour qu'il achète les puces au troisième, qui réinvestit ensuite chez le premier, le chiffre d'affaires, il augmente, les cours de bourse, ils s'envolent, les fortunes personnelles des gens qui sont derrière ces structures s'envolent elles aussi, mais par contre, la valeur créée en extérieur du cercle et l'argent qui sort du cercle, ça reste marginal. Et c'est extrêmement grave. Maintenant, on va regarder les problématiques les problématiques. Malheureusement, les bouées de secours, les coussins fiscaux que se sont construits les leaders du marché, et quelque part, ce qui est caché derrière la stratégie des oligarques qui gèrent ces big tech. Donc, on va commencer par le coussin financier qui, lui, s'alimente des réserves du Web 2.0. On a tous les leaders, tous les GAFAM, typiquement, qui effectivement ont accumulé un trésor de guerre monstrueux, donc c'est essentiellement les big tech américaines, et donc ils se disent, même si effectivement en ce moment je suis en train de brûler, et je sais, probablement ils le savent qu'ils brûlent énormément de cash, ils brûlent énormément de capitaux, mais c'est pas grave, eux ils peuvent temporiser. La technologie est en train de se mettre en place, l'usage et le besoin est en train de se mettre en place. Alors en ce moment, on est dans une phase un peu compliquée parce qu'on sent bien que si vous utilisez l'IA au quotidien, vous apercevez que le coût de l'IA ne fait qu'augmenter et que probablement essayer de développer de la souveraineté au niveau européen, national, mais j'aurais presque envie de vous dire au niveau individuel, ça va devenir strictement indispensable. Et pour que vous ayez de la souveraineté d'un point de vue individuel, il va falloir regarder autour de l'open source quand même. Donc, grâce à ces profits colossaux accumulés pendant les 20 dernières années, sur la publicité ciblée, sur le SaaS, et puis sur tous les services, les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu mettre en œuvre et que les GAFAM ont mis en œuvre depuis les 20 dernières années, tout ça fait des capitalisations de ces sociétés qui sont absolument pharaoniques. C'est pas ça que je veux souligner le plus, parce que ça, vous le savez tous. Moi, ce qui m'embête, c'est en plus de ça, les problématiques d'optimisation fiscale hyper agressives qui ont pu être mises en place. Donc, ces réserves, cette trésorerie de guerre, elle est déjà énorme, mais en plus, elle a été largement plus alimentée par des mécanismes d'optimisation fiscale à grande échelle, des structures du type double irlandaise avec sandwich néerlandais. Il y a plein de vidéos sur le sujet qui expliquent la technique. Je vous encourage à aller regarder, c'est passionnant. C'est nauséabond, mais passionnant. Et il y a plein de variantes modernes en fonction des changements de fiscalité, en fonction des réactions de l'Europe, en fonction des réglementations qu'on puisse mettre en place. À chaque fois qu'on régule, à chaque fois que l'Europe, par exemple, régule, le système se réadapte, la mécanique américaine se réadapte et redevient rapidement performante. On a l'impression, moi à l'époque je m'occupais de serveurs de messagerie, et le grand jeu c'était de lutter contre le spam. Et le spam, fallait régler les anti-spam très régulièrement, parce qu'à chaque fois les spammers cherchaient à détecter les taux de détection et ainsi de suite. Et les grandes entreprises, les big tech, les GAFAM font exactement la même chose avec la fiscalité. C'est un vrai bonheur. Donc, il faut bien comprendre que tout cet argent, il va permettre d'éponger des dizaines, des centaines, voire probablement plus que ça, de milliards de dollars de pertes opérationnelles sans s'effondrer immédiatement. C'est-à-dire être capable de résister, de rester la tête hors de l'eau, alors qu'il y a une déferlante qui passe et qui va ramasser tout ce qui traîne. Et effectivement, quand on est un petit, et quand on voit par exemple un Mistral actuellement, on se dit finalement...
J'essaye de m'accrocher à une bouée. Et est-ce qu'il considère que Microsoft, c'est la bouée qui va leur permettre de rester à flot alors que le tsunami arrive? On peut se poser la question. Si c'est ça, je suis plus tolérant avec la décision que prend Mistral actuellement et je pourrais probablement mieux la comprendre. Alors, on continue hein, sur le sujet du coussin fiscal et la stratégie des oligarques. Et cette fois-ci, on va regarder le risque oligarchique et la tentation de l'instabilité. Vous le savez, hein, il y a, les personnes les plus riches hein, sur notre planète actuellement deviennent encore plus riches, et notamment, il y en a un qui se dénote largement par rapport aux autres, et qui a carrément effectivement une courbe qui devient presque exponentielle, et qui se détache même presque de l'ensemble de toutes les autres fortunes. C'est extrêmement problématique sur le principe. Hein. Et il y a de toute façon une hyper-concentration de l'argent sur quelques grandes fortunes, quelques hyper-fortunes. L'IA, elle accélère l'émergence d'une caste d'hyperfortunes capable d'influencer les politiques publiques, les réseaux énergétiques, la régulation. Elles sont capables d'influer sur des régulations qui se mettent en place et même des décisions stratégiques entre les États. Il y a un risque. En tout cas, c'est pour ça que je vous dis sur ce sujet, je considère que potentiellement c'est l'expression d'un risque hein, que je suis en train de faire. Il y a un risque d'utiliser cette instabilité comme une opportunité. Pour cette poignée d'oligarques, l'instabilité géopolitique, la dérégulation environnementale, l'affaiblissement des États, le contrôle de l'information, pour rester un petit peu plus sur des exemples franco-français qui vont peut-être vous parler, c'est probablement pas identifié comme un risque pour eux, mais comme un levier. Faire sauter des verrous écologiques pour construire des data centers hyper énergivores, aucun problème. Racheter à bas prix les acteurs étatiques ou les concurrents en crise, aucun problème. Faire des monopoles, aucun problème. Capturer les ressources stratégiques, eau, électricité, terres rares, tout ce qui est nécessaire pour venir construire ces data centers et ces grosses structures pour le compute, aucun problème. Pour essayer d'illustrer ça, j'ai essayé de donner un exemple un peu plus franco-français et puis de montrer quand même qu'il y a en plus il y a des défauts de perception. Quand on entend certains discours politiques, pour le coup, nous expliquer que finalement c'est un énorme problème, que l'immigration est un énorme problème, j'ai voulu relativiser un tout petit peu en vous montrant que si on prend le patrimoine des 500 familles les plus riches françaises, on a quelque chose actuellement, hein, et probablement plus en ce moment, parce que ça va très vite, ça augmente en plus, environ 1076 milliards d'euros de patrimoine cumulé selon le classement de Challenge. Alors pourquoi Challenge? Parce que là, ce sont les familles, la famille Hermès, la famille Arnaud, hein, avec Hermès et LVMH. Et c'est donc du stock de patrimoine. Et finalement, si on le remet en comparaison avec finalement les flux annuels des personnes, des étrangers en France qui font sortir de l'argent, bah c'est 20 milliards versus 1076 milliards. Donc finalement, est-ce que c'est pertinent de s'attaquer à l'immigration comme source de coûts et les problématiques politiques qu'on entend massivement pour préparer nos élections actuellement, versus finalement se dire que font ces 1076 milliards d'euros? Sont-ils réellement actifs? Et en plus de ça, si on reprend ces 20 milliards, on va poser la question aussi de se dire, finalement, les Français qui sont à l'étranger ramènent 37,8 milliards. Donc finalement, ces 20 milliards, bah non, ils sont même plus à compter, puisqu'ils sont déjà décomptés dans les flux entrants des Français à l'étranger. C'était juste pour vous faire réagir. On va s'orienter tranquillement vers la conclusion de cette vidéo et on va aller regarder un petit peu, on va essayer de positiver un peu, alors positiver, pas tout de suite, vous l'avez compris, il y a un côté obscur et un côté positif. On va commencer par le côté obscur pour finir par du positif. On va regarder les voies alternatives. Alors, obscur, oui et non, vous allez comprendre. Le modèle étatique chinois, effectivement, vous allez voir que, vous le savez, la Chine, c'est pas la démocratie de l'année. Il va y avoir des problèmes. Par contre, on va découvrir une autre approche. Et après, on va aller regarder le levier de l'open source. Alors, regardons le modèle chinois et la réponse étatique et frugale. Et c'est ça qui va nous intéresser. Oui, étatique, non démocratique, ok, ça c'est un fait. Par contre, c'est une réponse frugale. En réaction aux sanctions américaines, on les a privés de puces fabriquées chez ASML, chez TSMC et fabriquées grâce aux machines d'ASML.
ils n'ont pas le droit d'avoir de la gravure UEV, ils ont réinventé. Et ils continuent, et ils font systématiquement ce principe-là, de réinventer ce qui est un frein, ce qui est un problème pour eux. Ils transforment un frein en une opportunité. Et la Chine, elle a bifurqué vers d'autres approches, à la fois sur le hardware, mais aussi bien sur la façon de construire les modèles, d'optimiser les modèles. Pardon. Et si on regarde ce qui se fait avec un Kimi K3, ce qui se fait avec les modèles GLM chez Z.EA et ainsi de suite, bah maintenant ils sont capables de glisser des modèles open source, open 8 dans le haut du classement, dans les modèles frontières. Et ça, je pense qu'effectivement, du côté des marchés américains, on doit se poser des questions, et c'est probablement pour ça qu'en ce moment, on voit effectivement ces partenariats entre Google et Gemini avec SpaceX AI, et aussi qu'on voit finalement aussi des réactions de nos champions français, européens, à aller chercher un petit peu à se réaccrocher au bouée en attendant que le tsunami se déclenche. C'est très inquiétant. C'est pour ça que je fais cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai déplacé un petit peu tout mon planning, parce que plus ça va, plus je me dis on pourra pas dire qu'on n'a pas vu ce qui se passait. Donc maintenant on va regarder ce sujet de la frugalité. De frugalité et de souveraineté. Et ça, le principe même de souveraineté, les Chinois, ils l'ont sûrement mieux compris que nous. Ça fait suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, où je ne sais plus exactement quand elle est sortie, concernant la souveraineté. Donc, ils ont mis en place du plafonnement de la spéculation privée, une orientation des algorithmes vers l'industrie lourde et la robotique. Ils ciblent des choses concrètes, et donc ils utilisent l'IA comme un moyen pour le reste de l'industrie. Ils ont mis en place une recherche poussée sur l'optimisation logicielle, mais aussi sur l'optimisation hardware pour faire fonctionner des modèles performants sur du matériel moins gourmand. Alors moins gourmand, et en plus maintenant effectivement avec des approches industrielles qui sont devenues complètement différentes et complètement en rupture. Effectivement, on voit l'émergence de modèles extrêmement optimisés, DeepSeek V4, mais surtout Kimi K3, GLM 5.2. Donc effectivement, la Chine est en train de proposer un modèle différent. Quand on voit effectivement ces modèles et l'approche chinoise, il vient avec une approche qui est beaucoup plus frugale en termes d'énergie. Donc la réponse chinoise, c'est, je réinsiste un peu aussi, c'est l'accélération du développement de puces domestiques, SMIC, Huawei Ascend, et surtout une stratégie open source agressive. DeepSeek, et puis ses successeurs, tous les modèles qu'on voit arriver, a démontré qu'ils pouvaient obtenir des performances qui étaient compétitive, extrêmement compétitive, avec des coûts d'entraînement qui étaient radicalement inférieurs et des coûts d'inférence et des coûts de fonctionnement qui sont largement inférieurs. Et ça remet en question la nécessité même des investissements pharaoniques occidentaux. Le problème, c'est que peuvent-ils encore revenir en arrière sans que ça pète, sans que le barrage se fracture? Donc, on peut se poser la question, plus de CAPEX égale une meilleure IA? Bah finalement, probablement pas, ou en tout cas, pas systématiquement. Et peut-être que si vous regardez toutes les sources d'informations, vous allez vous rendre compte qu'en ce moment, même la qualité des LLM, elle n'est pas sur une courbe qui est comme ça, elle est plutôt sur une courbe qui est comme ça. Par contre, effectivement, le modèle chinois, lui, il vient avec un modèle non démocratique, enfin un modèle d'État non démocratique, et surtout, effectivement, avec une structure extrêmement contrôlée par l'État. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut comme modèle de société pour l'Europe? Personnellement, non. Par contre, être un acteur commercial qui travaille, que l'Europe soit un acteur commercial qui travaille avec la Chine, ça devient inévitable. Parce que de l'autre côté, le modèle américain est lui parfaitement déraisonnable, et en tout cas, de toute façon, avec des mécanismes de coussin, ils vont se protéger, nous on ne sera pas protégés. Maintenant, regardons l'alternative open source, celle que nous, citoyens, on va devoir considérer, et notre façon de consommer de l'IA, potentiellement, effectivement, de chercher à consommer de façon souveraine, de potentiellement essayer de s'équiper d'équipements, soit de façon collective, avec des associations, avec des groupes, avec des sociétés qui vont adopter des modèles qui seront effectivement beaucoup plus éthiques, beaucoup plus humains, mais aussi finalement de se dire, rechercher des modèles sur lesquels la consommation, l'énergie nécessaire va être plus faible, rechercher la sobriété, et donc
l'objectif, c'est d'allier ce couple sobriété et commun numérique. En tout cas, le but, c'est de briser le monopole, l'open source, les modèles ouverts, et c'est marrant de se dire qu'effectivement, ils cherchent d'autres solutions aussi. Hein. Les GAFAM doivent se poser la question de se dire est-ce que notre modèle est pertinent, est-ce que même avec ce que j'ai raconté dans cette vidéo, finalement, il ne faut pas chercher aussi le plan C, le plan D, jusqu'au plan Oméga, j'espère que non. Donc effectivement, hein, des modèles ouverts comme Llama, Mistral, les modèles chinois ou les architectures communautaires, ça permet de décorréler la technologie de la spéculation financière boursière. Partiellement, parce que vous l'avez compris, faire apprendre un modèle, ça va nécessiter de l'infrastructure et ainsi de suite. À un moment, il va forcément y avoir un couplage, au minimum avec les sociétés qui produisent le hardware. Mais c'est intéressant de se dire que la Chine peut et est en train de devenir un acteur qui va produire du hardware, qui va être compétitif avec le hardware qui est produit par un TSMC et ainsi de suite. Alors ils le font parce qu'effectivement, derrière, il y a des enjeux stratégiques et géopolitiques extrêmement forts qu'on a déjà largement soulignés sur cette chaîne. En tout cas, voilà, on doit effectivement se poser la question de la sobriété et de la mutualisation. Au lieu de réentraîner des modèles géants de zéro à coût de 100 millions de dollars, la communauté applique un fine-tuning local et fait de la quantization, de la réduction d'empreintes mémoire. Le but, c'est de construire, c'est d'aller vers la fin de la dépendance aux API propriétaires qui sont et qui vont devenir encore plus hors de prix, étant proposés par les hyperscalaires actuellement. Et puis effectivement, notre objectif, il est aussi autour de la souveraineté, autour de la réappropriation des données et le respect de la confidentialité. Et je pense notamment au RGPD. Donc, l'IA propriétaire américaine, ça ressemble en ce moment un peu plus à un casino privé, où c'est, et vous le savez, hein, quand vous allez au casino, ou si vous ne le savez pas, mieux vaut le savoir avant d'y aller. Quand on va au casino, c'est jamais vous qui gagnez, hein, c'est le casino qui gagne. Si vous avez gagné, vous êtes le rare gagnant, mais c'est rien par rapport à ce que le casino a gagné. Et sauf que ça consomme l'électricité de villes complètes, et ça consomme notre énergie, pour faire simple. L'IA open source, je reviens encore à une petite image assez bucolique, hein, je crois que j'ai déjà fait le potager. L'IA open source, c'est un petit peu effectivement le potager communautaire, chacun y apporte une graine et tout le monde en récolte les fruits de manière plus sobre. Donc en gros, l'objectif, c'est bien sobriété et commun numérique. Alors je vais conclure. Vous l'avez compris, hein, le problème n'est pas technologique. C'est pas l'IA en soi qui pose un problème, c'est même probablement pas ses opportunités réelles. Là, je suis plus méfiant dans ce que je dis. Effectivement, elle peut apporter des énormes évolutions de société, mais si on ne le contrôle pas bien, même avec toutes les problématiques financières qu'on vient d'exposer dans cette vidéo, elle apportera des problèmes. Donc déjà, l'IA en elle-même, il faut une gouvernance. Mais quoi qu'il arrive, il est strictement nécessaire qu'on ait une politique humaine, une vraie gouvernance humaine pour le coup, sur la façon de consommer l'IA, et celui que nous proposent les Américains actuellement n'est absolument pas viable dans le temps. Le problème, il est donc autour du modèle économique surfinanciarisé et hyper centralisé qui a été construit par les Américains et qui est basé sur... et ce modèle, au final, est basé sur le FOMO, hein, et sur les boucles d'investissement artificielles, la captation de la valeur par des oligarques qui sont abrités derrière des coussins fiscaux. C'est ce que j'ai essayé de souligner. Pour conclure, la problématique de l'illusion du ROI. Le modèle financier actuel de l'IA générative propriétaire, il est en surchauffe. Alors, dans mon t-shirt, j'avais un peu réagi. La surchauffe, on l'a subie toute la semaine dans la Gironde, et croyez-moi que j'ai passé des mauvaises nuits, mais je ne suis pas le seul. Il y a plus de 200 000 personnes qui ont passé des mauvaises nuits. Et est-ce que l'IA est responsable de tout ça ? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. L'IA, elle est un élément parmi tant d'autres. Et le fait de se dire qu'on va faire des data centers, qu'on va faire du compute à gogo, qui a besoin de gros besoins de refroidissement, et qu'on part dans une espèce de boucle déraisonnée de mise en œuvre de tous ces data centers, ça ne va que réaggraver le problème. Il y a une surchauffe financière, il y a une surchauffe environnementale, et il est indispensable qu'on la prenne au niveau d'importance que ça peut avoir. Donc le décalage entre les investissements, le CAPEX, et les revenus réels sont dramatiques actuellement.
Et on voit effectivement la rentabilité aucune de ces structures n'est rentable, et ça crée un réel risque systémique. Ça ressemble énormément à la bulle Internet. Sauf que cette fois-ci, il y en a qui ont des bouées, mais il n'y en a pas beaucoup. Et le problème, c'est que les acteurs qui ont les bouées, est-ce que c'est vraiment ces acteurs-là qu'on veut continuer à alimenter, déjà qu'on les a largement alimentés pendant les 20 dernières années. La problématique de l'ouroboros financier. Donc cette problématique d'investissement circulaire, c'est extrêmement nauséabond, extrêmement dangereux. On le sait très bien, c'est ça qui est fou. Hein. C'est que c'est des mécaniques qui sont parfaitement connues en termes de risques financiers. Et l'optimisation fiscale, effectivement, va être peut-être la façon pour les géants d'avoir une bouée de sauvetage. Est-ce que cette bouée va suffire? Est-ce qu'elle est dimensionnée à la taille du tsunami qui risque de nous arriver? C'est une très bonne question. Et en tout cas, pour le moment, le fait qu'il n'y ait pas de rentabilité sur aucun des modèles qui sont commercialisés, ça a l'air de tracasser personne, ça devrait tracasser tout le monde. Pour finir, vous l'avez compris, on est sur Ultra Green. Je suis convaincu de la nécessité qu'on y aille vers des communs numériques et je suis intimement persuadé que si on ne travaille pas à la sobriété numérique, surtout pas, ne comprenez pas de ce que je suis en train de dire, qu'il faut se passer du numérique et qu'il faut être dans le déni d'innovation et dans le déni technologique. Absolument pas. Mais il faut faire en sorte que la technologie s'adapte aux enjeux énergétiques et aux enjeux environnementaux de la planète. Croire qu'on va arrêter d'utiliser l'IA, non. On n'a jamais arrêté d'utiliser la machine à vapeur, on n'a jamais arrêté d'utiliser l'électricité, et même les écolos, vous les entendez parler à la télé. Ils ont donc besoin, les plus écolos, il faudrait que tout le monde soit écolo et pas les écolos, pour le coup. Il faudrait que n'importe quel parti soit écologique dans sa dimension et qu'il prenne en compte le fait que une économie viable, c'est une économie qui s'appuie sur l'écologie. Et que l'écologie peut et doit devenir un modèle vertueux, y compris économiquement. En tout cas, moi je suis persuadé des solutions open source parce qu'elles viennent avec des approches décentralisées, donc avec une volonté de limiter le risque de monopolisation du capital, de monopolisation et de centralisation d'un point de vue le plus global possible. Et donc, c'est une solution pour limiter les problématiques de risque financier et gagner en souveraineté. Donc, c'était peut-être un peu speed, cette vidéo, sur ma façon de parler, mais cette vitesse dans la façon de parler, elle est le fruit d'une inquiétude. Je voulais vous la communiquer, c'est pour ça que j'ai perturbé un petit peu mon planning de vidéo, parce qu'à un moment, la planète brûle, et la finance brûle, et je parle de tsunami, mais là, pour le moment, c'était plutôt une vague de feu qui m'est arrivée. Donc voilà, pour ça que j'ai un peu changé mon programme. Au revoir, et merci, abonnez-vous.